Monsieur, Bonjour, Monsieur le Président. bonjour Monsieur Carsenac, toutes nos excuses pour le retard pris pour cette audition. Nous avons avant vous auditionné Monsieur Mandement et Monsieur Bugis qui ont pu nous éclairer en la qualité de maire de la commune de Castres et ça a pris un peu plus de temps que prévu, donc toutes nos excuses pour ce retard. Donc je vous souhaite la bienvenue, merci d'avoir accepté d'être auditionné par cette commission d'enquête. Je me permets de rappeler, Monsieur Carcenac, que vous avez été président du conseil départemental du Tarn de 1991 à 2017, ancien député, ancien sénateur du Tarn. Et donc, c'est à travers voilà, les différentes fonctions et vos différents mandats que vous avez pu exercer que vous êtes auditionné ce jour. Je vous laisserai la parole et je laisserai la parole à Madame la rapporteure Arrigui, à nos collègues en suivant. Je vais satisfaire à une formalité réglementaire en application de l'ordonnance du 17 novembre 1958 en vous demandant de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, de dire je le jure. Je, je prête serment, donc je jure de dire la vérité, toute la vérité. Merci d'avoir accepté cette, à cette petite formalité, qui n'en est pas une petite, mais qui est obligatoire. Voilà, je vous laisse la parole, peut-être Madame Arrigui, pour des questions, ou est-ce qu'on laisse Monsieur le Thierry Carcenac par un propos liminaire? Vous avez reçu un questionnaire, peut-être? Tout à fait. Oui, alors juste une petite intervention. Je remercie, merci Monsieur le Président d'être parmi nous. Cette audition va nous être particulièrement utile puisque nous sommes en train de bâtir la question du contexte dans lequel c'est prises les décisions et se sont prises les décisions de cette autoroute A69. Et donc, vous étiez à l'époque partie prenante. Notre table ronde que nous avons eue le 27 février nous a en effet permis de comprendre le poids de l'État dans ce dossier qui a été prépondérant et évidemment les raisons qui ont été invoquées, semble-t-il à ce stade, de recourir à l'autoroute concédée pour des raisons budgétaires. Alors, je n'ai en revanche pas eu la conviction qu'au-delà d'un objectif de désenclavement, dont je mesure bien entendu l'importance, il y a eu une réflexion sur l'aménagement du sud du Tarn. Or, transport et localisation des activités comme des logements sont intimement liés. Y avait-il donc, à l'époque où vous dirigez le département, une réflexion, voire une étude sur l'avenir du bassin de population Castres-Mazamet? Et en tant que président du département du Tarn, avez-vous été surpris de la décision de l'État de passer à une autoroute concédée? En avez-vous pris acte parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, parce qu'il n'y avait pas de volonté ou de moyens budgétaires de moderniser la voie ferrée, d'aménager des plateformes multimodales, d'aménager la RN 126 dans une partie de son parcours? La décision de l'État vous a-t-elle semblé mûrement réfléchie sur la base d'études dont vous aviez eu connaissance et vous a-t-elle semblé dictée par des seules motivations budgétaires ou d'autres? J'aimerais également que votre audition détermine si les préoccupations environnementales et de sauvegarde de l'agriculture étaient présentes à cette époque. Si je pose cette question, c'est pour analyser si la modernisation de cette liaison routière correspondait à une véritable stratégie d'aménagement du territoire, conciliant à la fois les activités humaines, évidemment, que l'on entend, et la préservation des espaces agricoles et naturels, que l'on entend également, puisqu'il ne peut pas y avoir d'activité humaine s'il n'y a pas préservation à la fois d'une souveraineté alimentaire et à la fois de la biodiversité. Et puis, évidemment, pour reprendre l'expression du président du conseil départemental de Haute-Garonne, ne faudrait-il pas, de votre point de vue, réinterroger ce projet? Donc, je vous ai envoyé un questionnaire préparatoire à cette audition. Bien entendu, là, nous sommes dans le cadre d'échanges. Il n'est pas forcément l'objet de répondre précisément à toutes les questions, mais elles peuvent vous servir de guide dans votre expression et bien entendu d'y répondre par écrit en l'adressant à l'Assemblée nationale. Ce questionnaire a été communiqué à l'ensemble des membres du groupe. J'y tiens pour un aspect d'ordre démocratique, mais également publié sur le site de l'Assemblée nationale et donc tout le monde pourra en prendre connaissance. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, d'abord d'avoir pensé aux anciens pour pouvoir être auditionnés sur la situation du département du Tarn. Je rappellerai en préambule deux ou trois petites choses. La première, c'est
J'ai été élu effectivement président en 1991, mais j'étais premier vice-président du département depuis 1986 et j'ai eu l'occasion de pouvoir participer aux négociations qui ont conduit au contrat de plan État-région dès ce moment-là. Le deuxième aspect, c'est que nous étions dans la région Midi-Pyrénées et que le département du Tarn était le deuxième département de Midi-Pyrénées. Et le bassin de Castres-Mazamet était le deuxième bassin d'emploi de cette région. Par ailleurs, lorsqu'on examine la situation en matière d'évolution, il faut voir qu'en 2016, avec la grande région Occitanie, le département du Tarn est passé le cinquième département de la région Occitanie et le bassin d'emploi fait partie des bassins d'emploi traditionnels. Dès ce moment-là, les réflexions avant donc, cette grande région, les réflexions portaient au niveau du département sur la situation en matière économique du département. Vous êtes, Madame la rapporteure, une ancienne d'une certaine administration comme moi, et vous avez bien connu le département du Tarn, et notamment vous avez vu la situation de l'emploi et en même temps de la situation économique des Tarnaises et des Tarnais. Et donc, pour le département du Tarn, lorsque l'on a commencé à évoquer par rapport à Midi-Pyrénées et donc Toulouse, qui était la métropole régionale, la situation des chefs-lieux de département en étoile autour de l'agglomération toulousaine, s'est posé la question de relier toutes ces pôles d'équilibre à la région, à la métropole régionale. Et Castres, qui était la deuxième ville du département, avait une population, et Castres-Mazamet notamment, communauté d'agglomération, avait une population supérieure largement à des chefs-lieux de département de Midi-Pyrénées. Et donc, la question s'est posée de savoir comment on pouvait rattraper le retard en matière d'infrastructure. En matière d'infrastructure routière, la région Midi-Pyrénées a été, comme le Grand Sud-Ouest, très en retard en la matière. Je me souviens de réunions organisées par Marc Sancy et Maurice Faure, anciens ministres de l'équipement, auprès de la région, du Conseil européen, et d'essayer de voir de quelle façon nous pouvions rattraper tout ce retard. Donc, les différents contrats de plan État-région, et puis je m'arrêterai là et je reviendrai à votre questionnaire, les différents contrats de plan État-région comportaient un volet routier. Et pour le département du Tarn, les priorités ont été, la RN 88, puisque c'était un itinéraire qui partait de Toulouse, passait par Albi et rejoignait Lyon. 2, Castres-Mazamet et la rocade de Castres, le contournement de Castres. Et 3, la façon dont on reliait le pôle d'équilibre Castres-Mazamet à l'agglomération toulousaine. Et dès ce moment-là, la question de la 2 fois 2 voies s'est posée pour pouvoir développer et soutenir ce bassin d'activité qui a perdu en matière d'emploi près de 5000 emplois dans le textile et dans les secteurs industriels. Ça, c'est sur la partie, je dirais, économique et les conséquences en matière économique. Donc, les premiers contrats de plan qui ont porté sur ces infrastructures routières, ça a été le 10e contrat de plan qui a été évoqué avec la rocade de Castres. Nous avons été amenés avec Jacques Limousin et puis ensuite avec Arnaud Mandement à faire en sorte que cette rocade soit découpée en 2 parties, sinon on n'arrivait pas à la réaliser. D'ailleurs, une partie a été faite en 2 fois 2 voies et l'autre partie, Castres, La Bruyère, en 1 fois 1 voie. Elle devait être faite en 2 fois 2 voies. Et en 2004, lorsqu'il y a eu l'acte 2 de la décentralisation, s'est posé la question de savoir comment les routes nationales allaient être transférées au département, puisque l'État abandonnait certaines routes nationales, et comment on allait relier Mazamet, Castres et ensuite l'agglomération toulousaine par la nationale 126. C'est ce qui a amené
le département du Tarn à se préoccuper de routes départementales de liaison entre Verfeil et ensuite avec la Haute-Garonne qui a fait le contournement de Verfeil pour relier la RN 88 dans le cadre d'une concession autoroutière, la A680, et ensuite voir de quelle façon on allait aménager en 2 fois 2 voies cet itinéraire. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, vous avez évoqué la situation de la multimodalité, du ferroviaire. Je rappellerai là les compétences des différentes collectivités locales. Le département du Tarn n'avait pas la compétence des routes nationales, c'est l'État, et c'est à l'État de faire ses choix. En matière ferroviaire, c'était la SNCF. Il n'y a eu qu'avec les contrats, avec la loi de décentralisation de 2004, l'acte 2 de décentralisation, que l'on a eu en matière ferroviaire une avancée avec le président Malvy qui a conduit à ce que l'on développe et on déploie entre Toulouse-Batabio et Saint-Sulpice la voie ferroviaire, qui était une voie unique, la plus chargée d'Europe, avec près de 80 trains par jour. Et donc, on a doublé cette partie-là, qui permet d'aller d'une part vers Albi, Carmaux, Rodez, d'autre part vers, avec Gaillac, Tessonnières, Brive, et d'autre part Saint-Sulpice, Castres, Mazamet. Et c'est la région qui a beaucoup évolué là-dessus et qui a fait en sorte que l'on double les voies et que cela permette de pouvoir faciliter les accès. Ça, c'est sur la partie ferroviaire. Le département du Tarn n'ayant participé qu'à des études sur la partie d'amélioration ferroviaire pour pouvoir faciliter les choses, mais ce n'était pas la compétence du département. Voilà un petit peu en préambule ce que je voulais dire. Alors ensuite, vous m'avez posé des questions. À partir de quand, la première des questions que vous m'aviez posées, c'était à partir de quand j'ai eu à connaître de ce dossier. Dès 1988, dans le cadre du contrat de plan, qui a été le premier contrat de plan que nous avons eu, 1989-1993, dans lequel était envisagé de pouvoir réaliser la section centrale de Castres, de doublement de la rocade, qui est un élément important, la déviation de Souabe et ultérieurement la déviation de Puylaurens. Là, ça a été les premières études, c'est le contrat de plan qui a été approuvé par le département en décembre 1988 et donc qui a évoqué, dans le cadre de la préparation de l'avenir, Castres-Souabe et la déviation de Puylaurens en 2 fois 2 voies. La position du département a toujours été de dire qu'il fallait désenclaver le sud du département du Tarn et donc faire en sorte que le bassin de Castres-Mazamet trouve une voie et une sortie en matière d'infrastructure routière. Vous avez posé la question aussi de savoir comment s'était positionné dans le cadre des contrats de plan la région et le département ensuite, parce que ça découle de cela, et des clés de financement, soit en milieu urbain, soit en milieu rural, de participation des collectivités locales. Et là-dessus, on est sur une région qui avait en gros mis dans le premier contrat de plan, celui que j'évoquais, le 10e, à peu près 500 à 600 millions de francs. On est passé à 2 milliards et quelques avec le suivant, le 11e plan. Et la déviation de Puylaurens. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez l'itinéraire de la 126, les villes qui étaient traversées étaient Souabe d'une part, et d'autre part Puylaurens. Et donc les déviations étaient prioritaires pour faciliter le trafic et la façon d'accéder à un itinéraire le plus complet et le plus parfait possible. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez avoir des projets et vous avez les contraintes budgétaires de l'État qui a mis des moyens, alors qu'il en était, si vous voulez, lui, le promoteur du projet, a mis des moyens qui ont conduit les collectivités locales à accélérer
ces plans d'aménagement. Alors, bien sûr, après, vous arrivez à la période du choix des années 2006-2007. Je rappelle à ce moment-là que le ministre était M. de que M. de a cessé ses fonctions et lui a été remplacé par M. Perben. Et que dans ce cadre-là, M. Perben, dès 2006, a commencé à évoquer la possibilité d'accélérer le projet, puisque c'était les problèmes financiers d'une part, vous l'avez souligné, mais aussi l'accélération du projet pour pouvoir aller vers une concession autoroutière. Et la position du département a été toujours la même, c'est-à-dire nous sommes pour une deux fois deux voies, quelles que soient les modalités choisies par l'État. Qu'il s'agisse d'une deux fois deux voies gratuite à 110 km/h ou qu'il s'agisse d'une autoroute concédée à 130 km/h. Est-ce que vous voulez peut-être poursuivre votre propos? Est-ce qu'on passe à d'autres questions? Je peux poursuivre parce que vous avez été amené à me soumettre un questionnaire relativement important, donc je peux continuer. Les décisions ministérielles, il y en a eu plusieurs. De mise en deux fois deux voies, d'une part, ensuite la partie concession, et lorsque la partie concession a été évoquée par M. Perben, je rappelle qu'il y a eu une audition à la Commission des finances avec les différentes commissions en 2006 et que M. Folliot avait posé la question, qui était à l'époque député, à M. Perben sur la posture et les priorités pour veiller à l'accessibilité de l'agglomération Castres-Mazamet. Et donc, M. Perben a répondu que les contraintes budgétaires faisaient que l'on pouvait évoquer une concession qui permettrait de réaliser l'opération beaucoup plus vite et d'assurer une meilleure liaison. Et était évoqué à ce moment-là, dans sa réponse, l'horizon 2014. Et il indiquait qu'un courrier serait adressé par le préfet de région auprès des collectivités locales pour obtenir leur accord. Nous avons eu ce courrier en 2007 et il y a eu une délibération du Conseil général en juillet 2007. Et à ce moment-là, le projet tel qu'il était évoqué de concession était d'un coût 2007 à 270 millions d'euros avec un financement de 100 millions d'euros à partager entre l'État et les collectivités locales. Et l'État a indiqué que nous devions nous positionner et le département s'est positionné sur une maintien à deux fois deux voies et en même temps sur la valorisation qui pourrait être faite des parties existantes qui étaient réalisées, c'est-à-dire Soual et puis Laurent, puisque celle-ci avait été réalisée avec le cofinancement des collectivités locales et l'utilisation en était gratuite. Voilà, je pourrais vous faire parvenir la délibération du Conseil général de 2007 et la réponse donc au préfet de région en 2007. La décision de mise en concession n'a été prise qu'après le débat public qui a eu lieu. Un débat public qui a conduit à ce que l'on évoque cela et qui a conduit à une décision en juin 2010 de mise en concession. Et parallèlement à cela, comme on était sur des débats de beaucoup de projets, vous savez qu'il y a eu la commission de mobilité 21 qui a été mise en place, présidée par M. Duron, qui avait pour objet de savoir si les projets de mise en concession, qui étaient fort nombreux, pourraient être maintenus. Et là aussi, on a obtenu à ce moment-là, par le cadre de cette commission de mobilité 21, le maintien du choix de la concession et
du choix prioritaire de l'amélioration de cet itinéraire sous forme de concession. Mais là, on est dans des compétences de l'État. Ça, c'est sur ces aspects tels que je pouvais l'évoquer. La position des départements, notamment de la Haute-Garonne et du département du Tarn, était de dire, même pour la Haute-Garonne, qui a participé au financement intégral de l'amélioration du contournement de Verfeil, en prolongeant la bretelle à une fois une voie de la A680 qui relie Verfeil à la RN 88. Et donc, là-dessus, les départements ont discuté, bien évidemment, de la façon la plus parfaite de pouvoir parvenir à faire reclasser ces voiries départementales dans le cadre du réseau national. Parce que la nationale 126 ne reliait pas cette partie-là, depuis Morins-Copons, à Verfeil. Et donc, il fallait reclasser des routes départementales en route nationale, ce qui a été fait. Et permettant ainsi d'avoir une liaison Mazamet, Castres, Soualle, puis Laurent, Verfeil, à la A68. Voilà les différents éléments que je pouvais apporter là-dessus. Alors, est-ce que le département a été associé au choix de l'État? Ben, l'État choisit tout seul. Et puis, il vous demande si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ça a toujours été la position de l'État. Et comme nous souhaitions arriver à faire en sorte que ce bassin trouve une sortie quelque part, puisque la grande préoccupation, je vous rappelle que nous avions à l'époque 3 chambres de commerce et d'industrie, il n'y en a eu plus que 2, Albi-Carmo, Castres-Mazamet, Mazamet ayant été fondu avec Castres, et ensuite plus qu'une seule, et que tous les intervenants économiques du territoire souhaitaient avoir un désenclavement vers la métropole régionale, tous. Et les collectivités territoriales ont toutes eu la même position à cet égard. Un désenclavement de 2 fois 2 voies. Alors, après, les délais. Les délais tels que vous les évoquiez. Effectivement, depuis 1988, les délais, il y en a eu de très longs avant d'arriver à la position telle qu'elle est aujourd'hui. Mais je vous signale que sur la RN 88, ça a été exactement la même chose. Monsieur Balladur, alors Premier ministre, avait pris l'engagement de réaliser la RN 88 immédiatement. Dans les infrastructures routières, il y a eu beaucoup de projets, et puis il y a eu l'écueil du financement de ces différents projets. Et donc, on se retrouve effectivement avec un retard accumulé en matière d'infrastructures routières. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si on n'aurait pas pu faire mieux, etc. Je vous rappelle que la Bretagne a réussi à faire son désenclavement dans les années 70 et que le sud-ouest de la France a été complètement oublié, peut-être pour des raisons politiques. Ensuite, vous avez évoqué les aspects environnementaux et les aspects agricoles. Je rappelle là aussi qu'en matière agricole, le Tarn et le département du Tarn se sont positionnés. D'abord, vous avez un département avec une zone de montagne, Massif central. Vous avez une plaine lauragaise avec les céréales et ensuite la viticulture. Le Tarn s'est toujours positionné en la matière, mais les chambres d'agriculture ont été, la chambre d'agriculture et sous ses différents présidents, ont été associés à ces différentes discussions sur le développement agricole du département. Je rappelle qu'en matière environnementale, je vous ferai passer une de nos délibérations où nous avons évoqué aussi ce sujet, bien évidemment. Ensuite, quels étaient les autres points que vous souhaitiez voir abordés? Est-ce que l'État a présenté des alternatives à la mise en concession?
Ben, c'est son choix. Bien sûr que non, il n'en a pas présenté euh, d'autres hypothèses, puisqu'il avait des difficultés financières. Donc, il a opté pour celle qui lui paraissait la plus simple. Je rappelle que, quels que soient les gouvernements, on a eu cela. Et les différentes décisions, vous évoquiez, il y en a eu plusieurs. Je rappellerai qu'une des dernières qui a été très intéressante, c'est la déclaration d'utilité publique de 2018, du 20 juillet 2018, qui a été prise par Édouard Philippe, Madame Borne, qui était à l'époque ministre des Transports, et Monsieur Nicolas Hulot, qui était ministre de l'Environnement, qui ont considéré que c'était une priorité nationale et qui ont lancé la déclaration d'utilité publique à ce moment-là. Donc, on se trouve avec effectivement des délais et des choix qui ont évolué en fonction du temps. Enfin, vous avez posé une dernière question concernant l'autoroute qui pourrait être surnommée autoroute Pierre Fabre. Alors, j'ai souvenance que tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, étaient pour un projet de désenclavement. Et je rappelle que le président de la République, François Hollande, est venu dans le département du Tarn, au laboratoire Pierre Fabre, mais qui a rencontré M. Fabre juste avant son décès, et qui n'a pas évoqué le sujet lorsqu'il est venu du désenclavement autoroutier. Il a dit qu'il fallait laisser cela à la commission qui allait se prononcer. Mais par contre, il a parlé de tout ce qui concernait la formation professionnelle et le choix de Pierre Fabre de développer à Souain le doublement de l'unité de production de Souain. Je rappelle, puisque vous souhaitiez qu'on parle de Pierre Fabre, que c'est une réorientation économique du département très forte, puisque les labos représentent plus de 2700 emplois. C'est le premier employeur privé du département, et que derrière cela, nous avons la chance d'avoir eu cet entrepreneur. J'aurais souhaité qu'il y en eût plusieurs autres de la même nature. Et que on ne peut pas dire que c'est l'autoroute Pierre Fabre. Tous les acteurs économiques que nous avons rencontrés sont favorables à ce désenclavement routier. Voilà en gros les différentes questions, réponses aux questions que vous m'aviez posées. Je pense en avoir fait le tour. J'ai entendu néanmoins une question que vous posiez lorsque je me suis connecté à M. Bugis concernant les tarifs. Bien sûr que c'est une préoccupation, le tarif autoroutier, mais ce n'est pas les collectivités locales qui tranchent en la matière. Je rappellerai que c'est un choix de l'État et que là-dessus, il y a des décisions qui sont prises en la matière et que nous avons évoqué chaque fois. Pour l'État, le fait de mettre à disposition les terrains qu'il avait déjà acquis et que le demande du département était de bien évidemment considérer le tarif. Et là aussi, je reviendrai à la position qui a été celle de l'acte 2 de la décentralisation en 2004, c'est qu'autrefois, avant 2004, dans l'ancien monde, lorsque l'on faisait une autoroute concédée, l'État maintenait des routes nationales gratuites ouvertes à côté. Depuis 2004, il n'en est plus ainsi. Et donc, c'est aux collectivités locales à assurer la possibilité des liaisons qui permettent effectivement aux personnes qui n'ont pas les moyens et qui ne souhaiteraient pas prendre la voie autoroutière concédée de passer sur les itinéraires à côté. Est-ce que nous avons été associés aux tarifs? Non. La clé de répartition, ce n'est pas nous qui l'avons fixée, puisque c'est l'État qui l'a fixée. Et derrière cela, le choix du département a été de dire si, quelles que soient les modalités, nous souhaitons désenclaver ce bassin, nous préférerions bien évidemment, il faudrait être stupide, que ce soit à titre gratuit, mais comme l'État n'en avait pas les moyens, c'est concédé, et donc aller jusqu'au bout de la concession. Parce que sinon, ce serait un gâchis phénoménal.
Merci.